Alors nous commençons une nouvelle série, psychopharmacologie et psychanalyse. Comme je disais là sur l'affiche, c'est une question, c'est un phénomène social, c'est impressionnant. Il y a des statistiques autour de ça. En France, moitié de la population prend des antidépresseurs, je ne sais pas combien qui prennent des anxiolytiques. Ce qui veut dire que c'est une question qui concerne tout analyste, puisque même si on n'est pas médecin, même si on est philosophe, on a un patient qui prend un antidépresseur, qui prend un neuroleptique, qui prend un anxiolytique. Ils ne prennent plus de traitements genre, comme il y avait dans le temps, des traitements à l'insuline, d'autres encore, parce que je lisais justement sur un texte américain qui parlait du début de la psychopharmacologie et le plaçait justement à Vienne, entre autres avec Freud et avec toute son expérience autour de la cocaïne. Il plaçait Freud comme un des premiers psychopharmacologues, ce qui pose une question intéressante sur ce moment où il a laissé de côté. On peut toujours dire que les effets secondaires de la cocaïne étaient bien compliqués. Il s'est rendu compte, raison pour laquelle il a pu se tourner vers la psychanalyse. Mais peu après, à Vienne, justement, en 1927, je crois, un autre chercheur a inventé le traitement à l'insuline. Bref. Ce qui fait qu'il y a une incidence dans le sens où un analyste, lorsque son patient prend un traitement psychopharmacologique, même si c'est prescrit par un autre, il y a une incidence non seulement sur la personne du patient, mais sur l'analyse, puisque parfois, il demande la même chose à l'analyste et au médicament. Alors, un petit commentaire concernant le titre de notre journée d'aujourd'hui, l'analyse médicale. Ça, c'est l'autre question que j'aimerais débattre dans cette série. C'est que mon hypothèse, c'est qu'on n'écoute pas de la même oreille si on est un analyste médecin, si on est psychologue ou si on est dans l'analyse laïque, par exemple, philosophe ou journaliste ou architecte ou ingénieur. Il y en a peu, mais à l'époque il y en avait. C'est une question que je vous pose déjà. Et puis, aujourd'hui, nos invités, vous êtes des médecins, donc vous êtes des représentants de l'analyse médicale. Je peux dire même nous, puisque moi aussi je suis un représentant de l'analyse médicale, qu'on le veuille ou pas. Ça veut dire, même si on peut avoir toute une série de réticences par rapport à quels sont les avantages et les désavantages. Freud, en tout cas, il y avait un moment où il souhaitait vraiment que l'analyse ne soit pas tellement faite par le médecin. Pour lui, c'était presque une contre-indication. Et Lacan aussi, dans ses moments de rage, il disait à quelqu'un qu'il n'était ni juif, et en plus il était médecin, ce qui ne servait à rien pour la psychanalyse. Donc ce sont des questions que j'aimerais vous écouter. Alors, une dernière chose, je vous parlerai des prochaines séances, puisque je n'ai pas fait une affiche générale. Les prochaines seront le 11 mars, le 6 mai, le 26 mai. Il y aura une en juin et une dernière en septembre. Le 11 mars, ça sera la psychanalyse appliquée en institution avec Jean-Nicolas Desplan, Michael Saraga, Caroline Desdeiter, désolé. Le 6 mai, Véronique Vauru, Thomas Harding et Lynn Gaillard.
le 26 mai, Lucette Nobs, Nina Despengler, Nicolas de Coulon. En juin, le 23 ou le 24, ça sera encore à décider, c'est pas fixé, avec Anne Ansermet, je ne sais pas si elle sait qu'elle va parler le 23 ou le 24 juin, Leslie Ponce et Désidéa Villa pour le commentaire. En septembre, à une date aussi à fixer avec Marlène Bellilos, Béatrice Prévasi qui ne sait pas non plus, et Lise Chilbraco. Vous pourrez toujours désister, on pourra toujours faire des changements à un autre moment, au moment de fixer aussi la date. Alors voilà, aujourd'hui, François Le Guil, analyste de l'école de la cause freudienne à Paris, qui est venu la dernière fois, il y a 2 ans, pour la collecteur de Freud. Et puis François Ansermet, vous connaissez bien aussi, professeur de pédopsychiatrie à Genève et membre de l'ASREP. Qui commencera, François Le Guil? Volontiers. Alors. Bon, merci à Renato, merci à vous. Renato m'a demandé de parler 20 minutes. Comme c'est un débat de 3 heures que je partage avec François Ansermet, j'ai donc préparé un exposé d'1 heure et demie et vous m'arrêtez au bout de 20 minutes et je négocierai le reste dans mon débat avec François. Quand il y a 20 minutes, vous m'arrêtez. Enfin, j'ai mis comme titre, j'ai des sous-titres, d'autres titres, quelle clinique pour quel traitement. C'est un titre qui peut paraître un peu bizarre, parce qu'après tout, on pourrait penser que la clinique ne se décline pas, que la clinique, c'est la clinique. Les cliniciens, c'est autre chose. On peut s'estimer plus ou moins bon clinicien, plus ou moins clinicien. Ce sont des choses qui étaient tout à fait importantes. Je me souviens que dans les années 70, ça parcourait les jeunes étudiants. On disait, quand on réfléchissait sur quelle analyste on allait voir, on ne s'orientait pas tellement sur qui était médecin, qui ne l'était pas, mais qui avait une réputation d'être un bon clinicien, etc. Je me souviens même qu'à l'internat, un certain nombre de lacaniens, purs et durs, disaient que Lacan n'était pas un clinicien. Sous-entendu, c'est un théoricien. Donc la clinique s'est longtemps illustrée, et vous allez voir que c'est tout à fait, me semble-t-il, présent ici, elle s'est longtemps illustrée par une espèce de supériorité marquée au savoir-faire qu'elle représentait sur ce qu'on appelait la théorie. C'est une position qui assurait le prestige du clinicien. On trouve dans la biographie de Pasteur comme ça des moqueries où, au fond, les médecins de l'Académie de médecine se moquaient de Pasteur et de sa microbiologie parce que, justement, il n'était pas un homme de terrain. C'est totalement ringard. Je veux dire que c'est devenu une légende et c'est très étrange de voir pourquoi ça fonctionne encore. Ça date en fait d'avant Freud, d'avant l'irruption de la science dans la pratique médicale. Cette irruption de la science dans la pratique médicale, elle est très facile à dater. C'est le dernier tiers du 19e siècle. Vous savez que le premier écrit de Freud, qui a été traduit en français au PUF par du traitement psychique ou du traitement de l'âme, Freud, avant d'être psychanalyste, en 90, avant même ses écrits sur l'aphasie, Freud, au fond, dit qu'il faut inventer autre chose, étant donné que la médecine, contrairement à sa tradition, vient de mettre tous ses œufs dans le même panier, elle vient de mettre tous ses œufs dans le panier de la science. Et qu'au fond, la médecine se prive ainsi d'un élément, je cite Freud, d'un élément essentiel du traitement, que Freud appelle l'autorité du savoir médical. Cet élément essentiel du traitement était un élément essentiel du traitement parce qu'il était capable de transformer l'attente anxieuse en attente croyante. Le Freud d'avant, de 4 ans avant les études sur l'hystérie. Dit au fond, le fait que toute la médecine s'engouffre dans la biologie et dans la science, avant même qu'il n'invente la psychanalyse.
attention, danger, on se prive d'un élément essentiel qui est le traitement de l'angoisse par la croyance. C'est-à-dire le traitement d'un rapport ravagé ou ravageant au réel par ce qu'il va appeler le transfert. Ça date donc pour la médecine, Freud était médecin, et surtout scientifique, mais pas psychiatre, de la fin du 19e. Ça date pour la psychiatrie, il y a toujours un petit décalage d'une quarantaine d'années entre ce qui arrive dans la médecine et ce qui arrive dans la psychiatrie. Ça date, quand on lit les ouvrages autorisés là-dessus, ça date de la fin de l'entre-deux-guerres. C'est d'ailleurs ce que Lacan dit quand il s'adresse au psychiatre en 1967. Il dit depuis l'emmanchure, il a un nom comme ça un petit peu méprisant, l'emmanchure Kraepelin-Clérambault, donc il traite le sommet de la tradition psychiatrique, il traite ça comme une anamorphose. Depuis l'emmanchure Kraepelin-Clérambault, rien n'a été inventé, le savoir est à l'arrêt, sauf si on rajoute ce petit truc absolument ridicule qui est mon invention de la paranoïa d'autopunition. C'est Lacan qui parle, qui est mon invention de la paranoïa d'autopunition. Lacan constate que le savoir psychiatrique se stabilise au début de l'entre-deux-guerres et que dans la dernière partie de l'entre-deux-guerres, le savoir de la clinique psychiatrique est arrêté. Donc c'est un débat aujourd'hui qui à la fois date, qui à la fois a pris ses racines il y a longtemps, et curieusement, nous n'en voyons les effets qu'aujourd'hui. L'effet majeur, c'est que cet éclatement de la clinique classique psychiatrique, qui a été incapable, cette clinique, qui n'a pas pu, au fond, se coupler, comme une grande partie de la clinique médicale a pu le faire, elle n'a pas pu se coupler sur les résultats de la pharmacopée, c'est-à-dire que cette clinique a commencé à montrer dans les années 50, avec l'invention des neuroleptiques à Paris, avec l'invention à Berne, je crois, Roland Kuhn, il était de Berne, je crois, Roland Kuhn qui a inventé les antidépresseurs. L'invention par Roland Kuhn des antidépresseurs, la clinique n'a pas pu faire la preuve que ce qu'apportaient les premières thérapeutiques biologiques raisonnables, les premières thérapeutiques biologiques non raisonnables, c'est en entre-deux-guerres, c'est l'électrochoc, c'est la lobotomie et la cure de Sakai. Au fond, cette apparition de la nouvelle pharmacopée, de la nouvelle pharmacologie, a montré que la clinique classique n'était pas adaptée. Au fond, cette nouvelle pharmacologie se moque un peu des distinguos de la clinique classique. La clinique qui s'arrête avec ce que Lacan appelle l'emmanchure, Kraepelin, Clérambault. C'est une constatation qui date de la fin des années 70. On oublie que Roland Kuhn était un ami intime de Binswanger et de Henri Maldinet, c'était un philosophe aussi, Roland Kuhn, et lorsqu'il a découvert l'amitriptyline, lorsqu'il a découvert le tofranil, l'annonce de sa découverte a été accueillie par l'APA, la psychiatrie américaine, comme une nouvelle d'importance égale au discours de Gettysburg sur l'abolition de l'esclavage par Lincoln. Donc, quand vous trouvez ça dans les textes, lorsque cette psychopharmacologie est inventée, on oublie qu'elle est accueillie formidablement par les cliniciens qui étaient le plus formés à la phénoménologie, à la philosophie et à la psychanalyse. C'est-à-dire que c'est une surprise secondaire, c'est une surprise de la fin des années 60 de s'apercevoir que cette pharmacologie se rit des distinguos de la clinique classique. Alors, ceux qui ne se sont pas moqués de cela, c'est les Américains qui ont inventé le DSM. Ils ont inventé le DSM à la fin des années 70, donc, où ils ont montré qu'on pouvait renverser toute la table. Nous avons été très choqués de ça, ils ont supprimé l'hystérie. On oublie que Lacan fait autant avec le discours de l'hystérie. Lacan n'en fait plus une maladie, il n'en fait plus une névrose. Ils ont supprimé la distinction névrose-psychose.
On oublie qu'il y a des phrases de Lacan à la fin de son enseignement, et on oublie surtout que Miller peut rappeler à l'occasion, Jacques Miller peut rappeler à l'occasion, qu'il n'a inventé le concept de psychose ordinaire que pour justement brouiller la frontière entre psychose et névrose. Donc on a été très choqués, mais on a été choqués comme des cliniciens psychiatriques classiques. Parce qu'au fond, on avait oublié que la psychanalyse n'avait pas tellement besoin de cette clinique. Eux, ils ont foutu tout par terre et ils ont eu ce qu'ils n'attendaient pas. C'est un succès phénoménal, sans doute parce qu'ils étaient beaucoup plus dans le temps, qui n'est plus géré par ce qu'est la clinique classique, c'est-à-dire la quintessence du discours du maître, mais dans une époque où le discours du maître, de plus en plus, c'est le discours du capitaliste. Et au fond, cette clinique sans foi ni loi, ni sans feu ni lieu, cette clinique du DSM, qui recommande de multiplier les diagnostics, de mélanger les items, au fond, cette clinique est en train de prendre l'eau aujourd'hui. Et pour des raisons, j'en parlais à Athènes avec François, pour des raisons qui ne sont pas étrangères à l'économie et à l'économie politique, des répartitions des crédits, cette clinique a été beaucoup plus dans le fil de ce qui aujourd'hui fonctionne, qui est la comptabilité capitaliste. D'où la légende que cette clinique a été faite par des vassaux des grands laboratoires, ce qui historiquement est faux. Ceux qui ont écrit le DSM ne l'ont pas fait pour rendre service à la pharmacie. C'est que la pharmacie s'est immédiatement aperçue que cette clinique était en fait une anti-clinique, une non-clinique. Et ce qui est tout à fait saisissant, c'est que les grandes industries pharmaceutiques, sur lesquelles on tape un peu trop vite, dont on oublie quand même qu'elles sont à l'origine des grandes découvertes, des grandes molécules agissantes. Les grandes industries pharmaceutiques pouvaient écrire dans les années 50 pour la médecine. Pouvaient écrire que l'ennemi du progrès en médecine, c'est le professeur de clinique d'expérience. Parce que la clinique, il parlait de la clinique médicale, notamment de l'hypertension artérielle, que le clinicien d'expérience s'arrête à des faits qui freinent la recherche. Parce que ces faits, effectivement, tiennent trop compte de l'individu, tiennent trop compte de la forme clinique, et surtout ces faits ne sont observés que par un individu qui est lui-même détenteur d'une expérience, mais cette expérience ne peut pas se collectiviser comme ce que prônent les laboratoires, qui est l'étude en double aveugle. Vous savez, où on se débrouille pour que la population qui prend le médicament actif et la population qui prend le placebo ne sait pas le médicament qu'elle prend, mais surtout le médecin ne sait pas qui a le bon médicament et qui a le placebo. Ce qui est extrêmement intelligent de la part de ceux qui représentent la science dans la médecine et qui sont les grands laboratoires pharmaceutiques. C'est intelligent. Il montre bien ce que dit Lacan, c'est que la destitution du sujet par la science, c'est la destitution du clinicien. Si Lacan peut se moquer du clinicien, c'est parce que le sujet de la clinique, ce n'est pas le malade c'est l'objet. Le sujet de la clinique, c'est le clinicien. Et les grands laboratoires ont parfaitement compris, avec leurs études en double aveugle, que ce qu'il s'agissait de destituer et de chasser, le sujet qu'il s'agissait de folklore, c'était le sujet de la clinique, c'est-à-dire le clinicien. Donc sur ce plan-là, le DSM a explosé parce qu'il a été exactement dans l'esprit du temps, puisque l'esprit du temps veut que l'on puisse s'absenter complètement de l'observation que l'on est censé faire. C'est-à-dire que moins vous serez personnalisé dans votre examen, plus les garanties de fiabilité et de validité pourront être approchées. Donc il s'agit de forclore le sujet, de le mettre de côté, mais le sujet qu'il s'agit de forclore, c'est effectivement le clinicien.